Loin du drame qui venait de se nouer quelques jours plus tôt à Ruffec, le roi Henri, toujours entouré de son épouse, de sa favorite et de ses courtisans, assiste à des divertissements en son château de Blois, auquel il a convié les sires Lorenzo Cantarini et Marino Cavalli, deux ambassadeurs de la République de Venise, avec laquelle la France entretient des relations des plus cordiales, depuis que la Sérénissime s'allia à François Ier contre le duc de Milan et contribua à la victoire de Marignan aux côtés des Français en 1515. Après les agapes, le roi se distrait en compagnie de ses dames, Catherine et Diane. Assis sur une estrade haute de 3 marches, il contemple plusieurs couples de courtisans habillés de riches étoffes, interprétant une pavane, cette danse langoureuse tant à la mode à la cour. Au son du luth, du hautbois et du sac-boute, les couples se croisent et se saluent gracieusement sur cette pavane doucereuse, composée par Toineau Arbeau et chantée d'ordinaire à 4 voix. Le roi et sa favorite ne cessent d'échanger de tendres regards à l'écoute de cette œuvre célébrant l'amour courtois, sous le regard malicieux des deux ambassadeurs vénitiens, parfaitement au fait des sentiments du roi pour Diane et des mœurs de la cour française en général. « Belle qui tient ma vie !» murmure Cavalli à son comparse en lui posant la main sur l'épaule. « Plaît-il ? Vous vous égarez, mon ami !» lui répond vigoureusement Cantarini en se dégageant. « N'ayez crainte, Lorenzo, lui répond Cavalli en riant. Ce n'est pas un propos déplacé qui vous est adressé, mais le titre de cette pavane. Je l'ai déjà entendu chanter par 4 jouvenceaux chez Monsieur de Montmorency. Je trouve d'ailleurs qu'elle résume assez bien la situation dans laquelle se trouve le roi de France. Bien que marié à la Médicis alors qu'il n'était encore que le dauphin, Henri ne peut se résigner à délaisser sa belle Diane qu'il aime passionnément depuis l'enfance et son retour de captivité en Espagne. Belle ? Oh oh, comme vous y allez, mon cher Marino. Diane n'est plus très jeune, persifle Cantarini. J'admets cependant qu'en vertu des soins qu'elle prend de sa personne, elle ne paraît pas l'âge qu'elle a et que c'est une femme d'une grande intelligence. Elle a toujours utilement inspiré le roi, dont le discernement n'est pas des plus prompts, et qui, contrairement à son père, ne semble pas porter grand intérêt aux belles lettres. Certes, commente sobrement Cavalli, après un temps de réflexion lui permettant de préparer une nouvelle saillie peu amène à l'égard du roi et de son épouse, il poursuit. L'honnêteté me pousse à reconnaître que Catherine de Médicis ne brille pas non plus par sa beauté, mais davantage par son intelligence et sa prudence. Je pense qu'elle saura assurer la régence si l'occasion se présente. Elle en a toutes les qualités et un grand sens du politique. Sur leur estrade, le roi et ses dames, tout à leur plaisir, sont loin d'imaginer les sournois persiflages dont ils font l'objet de la part des 2 ambassadeurs vénitiens. Ils ignorent que ces fielleux commentaires seront couchés sur le vélin envoyé à la Serenissima Repubblica di Venezia et lu par Francesco Donato, le doge de Venise, qui se délectera de ces caquetages mondains sans intérêt majeur pour la conduite des affaires. Ce divertissement est un ravissement pour nos sens, s'exclame Diane de Poitiers tout en savourant une pâte de fruits. Et quel plaisir de se retrouver en ce château de Blois. Diane, l'hôtel des Tournelles ne vous manque donc pas plus que cela ? Je m'étonne. Il est pourtant fort commode d'y recevoir des hôtes de première marque en toute discrétion, vilipende Catherine de Médicis. Ma chère Catherine, je me sens à mon aise partout où la splendeur de notre roi rejaillit, lui répond Diane, adressant un discret sourire complice au roi. Comme tout un chacun à la cour, l'épouse du roi n'ignore pas en effet que celui-ci rend régulièrement visite à sa maîtresse, qu'il a sciemment installée dans ce ravissant hôtel particulier installé en plein marais, et dans lequel il décédera en 1559 des suites d'un coup de lance reçu dans l'œil lors d'un funeste tournoi. Peut-être est-ce pour effacer le souvenir de la mort de son époux que Catherine transforma cet endroit en arsenal avant d'en ordonner la cession puis la démolition,
à moins qu'elle ne supportât plus d'imaginer son défunt mari dans les bras de sa maîtresse, en ce lieu chargé de souvenirs heureux et malheureux. « Votre Majesté, Messire le baron de Jarnac sollicite une audience !» annonce un gentilhomme du service du roi, provoquant l'arrêt des festivités. « Oh, ce Jarnac! Ne nous laissera-t-il aucun répit, sire ?» demande Diane d'un ton las. « Les affaires du royaume ne souffrent aucun répit, ma cousine. Si vous étiez reine, vous le sauriez mieux que quiconque. Fort heureusement, je ne suis que l'humble servante de vos majestés, répond Diane d'un ton volontairement obséquieux à l'excès. Une servante fort dévouée dont nous apprécions la présence en toutes circonstances, ajoute Henri en arborant un large sourire. Joignant le geste à la parole, le roi se lève et baise la main de sa favorite, comme pour river le clou de son épouse dont le visage s'empourpre sous l'effet de la colère, ce qui n'est pas pour déplaire aux deux compères vénitiens toujours à l'affût. Puis le roi ordonne de faire venir le sieur de Jarnac qui, fendant la foule d'un pas martial, se présente devant sa majesté. Gai Chabot de Jarnac, quel bon vent vous a mené jusque sur les bords de la Loire? Votre Majesté, c'est un vent mauvais soufflant sur la Saintonge qui me conduit jusqu'à vous, lance d'un trait le baron de Jarnac. Comme je vous l'annonçais lors de notre précédente entrevue, la contrebande de sel ne fait qu'empirer dans ma province et... Votre province, gouverneur? Tranche le roi d'un air courroucé, avant de poursuivre d'un ton sarcastique. Je vous savais ambitieux, monsieur de Jarnac, mais pas au point de vous attribuer une province qui appartient à la couronne de plein droit. Comprenant sa bévue, Jarnac s'incline, en signe de respect, sous le regard amusé des courtisans et des deux ambassadeurs de la Sérénissime qui n'en perdent pas une miette. Monsieur de Jarnac, poursuit le roi, sachez que la Saintonge n'est pas la seule contrée de notre royaume, hélas, montrant des signes d'hostilité à l'égard de la Gabelle depuis que j'en ai ordonné l'extension. On me rapporte des troubles en Aunis, Quercy, Angoumois et Périgord. N'est-ce pas, monsieur de Montmorency? En effet, sire. De toutes parts, on nous rapporte que les archers de la Gabelle, surnommés Gabelous par vos sujets, multiplient les arrestations de faussonniers, signe que la contrebande de sel est en pleine expansion. De véritables bandes armées se sont constituées et sillonnent le royaume en toute impunité, acheminant le faux sel depuis les côtes jusque dans les provinces de Grande Gabelle. Mais cette activité crapuleuse n'est pas seulement l'apanage de ces troupes de malandrins. Elle a gagné de nombreux paysans et artisans qui délaissent leur honnête métier le jour pour pratiquer ce commerce illicite la nuit. Le fouet, le fer ou la pendaison ne les effraie guère. Votre Majesté, se risque poliment Diane de Poitiers, un religieux m'a appris récemment que des femmes et même des enfants avaient été contraints de s'adonner au faussonnage pour tenter de subsister et, de grâce, ma cousine, ne vous laissez pas apitoyer par quelque histoire de la sorte, interrompt sèchement la reine. Tel n'est pas mon propos, ma chère Catherine. Mais si ces gueux ont eu recours à de telles pratiques, aussi condamnables fussent-elles, c'est peut-être que la faim, la misère les y ont poussés. Aussi serait-il bon de s'interroger sur l'origine profonde des maux qui les ont conduits à la contrebande. Nos sujets sont frondeurs par nature, ma chère Diane, commente le roi d'un air détaché. Ne poussez guère plus loin votre réflexion. Jarnac, que se passe-t-il de si grave en Saintonge pour que vous veniez troubler notre plaisir? Votre Majesté, en Saintonge, comme dans d'autres provinces de votre royaume, très certainement, c'est de loin la Gabelle qui recueille toutes les rancœurs et enflamme les esprits. La révolte gronde en Aunis et en Saintonge. Pensez que même des membres du bas clergé pratiquent le faussonnage. Vous m'intriguez, monsieur de Jarnac. Poursuivez, je vous prie, ordonne la reine. Pas plus tard que le mois dernier, chez un vicaire de La Rochelle perquisitionné par nos gardes, une incroyable quantité de faux sel a été retrouvée, cachée dans du mobilier liturgique. Et pire encore, plusieurs exemplaires d'un pamphlet contre la Gabelle. Et que pouvait-on bien y lire? Demande le roi, de plus en plus intrigué. J'en ai amené une copie. Voici ce que le coquin a écrit.
La gabelle empoisonne l'air du pays où elle existe. Cette œuvre infernale, cette imposition la plus odieuse, se nourrit de la propre substance du peuple. Cette vermine toujours renaissante ronge jusqu'à vif l'artisan et le laboureur. Son nom même doit être enseveli dans un éternel oubli. Voilà. Quelle ignominie! Ce ne peut être que l'œuvre d'un huguenot, fulmine la reine ulcérée. Votre Majesté, dans tout le royaume on peut lire de pareils écrits, hélas, s'empresse d'ajouter le connétable de Montmorency, comme pour apporter de l'eau au moulin de Jarnac. Tenez, on m'a rapporté un dicton du Maine qui dit « Quand les houx gèleront, les gabelous s'en iront. Et quand la pie nichera au clocher de Montaudin, la gabelle prendra fin. » Et que faudrait-il faire, demande le roi dans un mouvement de colère dont il est peu coutumier en public. Céder à la pression populaire et supprimer toutes les taxes? Les guerres sont fort dispendieuses, et je ne puis les mener à bien si les caisses du royaume sont vides. La gabelle contribue grandement à les remplir, je ne puis l'abolir. Qu'on arrête ces faussonniers, et qu'on les pende, tous, sans procès. Les archers de la gabelle ne suffisent pas à la tâche, sire, se risque de répondre Anne de Montmorency. Il se trouve même que certains de nos gardes se retrouvent les complices de ces brigands, quand ils ne sont pas faussonniers eux-mêmes. Cela suffit, insurge le roi, soutenu par Catherine qui opine du chef. Je ne puis en entendre davantage. Monsieur le connétable, il faut sans plus tarder faire cesser ces agissements qui grèvent nos finances et attisent la haine du peuple. Purger nos campagnes de cette vermine. Faudra-t-il attendre qu'on égorge encore beaucoup de nos gardes et qu'on saccage nos greniers à sel pour réagir enfin comme il se doit? C'est fait, sire, annonce Jarnac d'un ton glacial. Savourant son effet auprès du roi qui reste bouche bée, il marque un temps et poursuit. Il y a 15 jours, Philibert d'Angély et sa bande de malandrins ont pénétré de force dans le grenier à sel de Ruffec. Sous la menace, ils ont emporté avec eux plusieurs minots de sel. Et juste avant de quitter les lieux, le dit Philibert a poignardé à mort le grenetier sans motif. La nouvelle provoque un vif émoi dans l'assistance, et tous les regards convergent alors vers le roi, qui n'a d'autre choix que de se montrer des plus intraitables, s'il veut restaurer son autorité dans cette contrée de marais salants. Ce crime, commis contre un officier de la gabelle, dans un établissement placé sous l'autorité de la couronne, est un outrage à mon autorité. Guy Chabot de Jarnac, vous êtes le gouverneur en titre de la Saintonge, et vous, monsieur de Montmorency, mon connétable à la tête de mes armées. Je vous somme tous les deux d'arrêter ce Philibert d'Angély et de le faire passer de vie à trépas. Les ordres du roi furent transmis à toutes les forces que comptait notre province. Les Gabelous se frottaient les mains à l'idée de voir Philibert se balancer au bout d'une corde. Guy Chabot de Jarnac ne ménagea pas ses efforts pour faire savoir que la tête de Philibert était mise à prix. On dit même qu'il promettait une récompense aux délateurs qui oseraient indiquer la cachette des passeurs de sel.